Marc Esposito, vous êtes le réalisateur de Super Trash. Vous avez vécu 18 mois, caméra à la main, dans la décharge La Glacière de Villeneuve-Loubet. Et votre film réserve bien des surprises, comme on va le voir. On va en voir quelques extraits. Ça fait froid dans le dos. Cette décharge est fermée aujourd'hui, hein, mais ça n'est pas un cas unique, d'après vous? Il y en a 250 en France. Et puis même si elle est fermée, les déchets sont toujours sous terre. Geneviève Ferronne-Creuset, vous avez dirigé de 2008 à 2013 le département développement durable du groupe Veolia Environnement, qui s'occupe de la collecte, du tri et du développement des déchets, et qui était la société exploitante de la décharge de la Glacière, qui a été filmée par Martin Esposito. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'écologie, sur la science. Le dernier, c'est Bienvenue en Transhumanie avec Jean-Didier Vincent. Je précise que vous êtes là à titre personnel. Je ne suis plus chez Veolia. Ouais. Absolument. Et merci donc d'avoir accepté, vous n'étiez pas obligé. Ce film n'accuse pas une entreprise, en fait, il nous accuse tous d'avoir fermé les yeux et de continuer de fermer les yeux sur ce que nous faisons de nos déchets. Tout à fait, ouais. Qui vous a le plus étonné quand vous avez vécu? Parce que là, on a vu des images assez spectaculaires, mais ça ne fait pas encore tout à fait peur. J'ai l'impression que c'est quand on voit décharger des hydrocarbures dans cette décharge, à quelques kilomètres des maisons. Là, on se dit tout à coup, c'est pas possible. Ce qui est hallucinant, c'est effectivement de voir des hydrocarbures, mais juste à côté, des tonnes de plastique triées par les citoyens, la nourriture qui arrive. Vous voulez dire que les plastiques qu'on met dans des poubelles des poubelles de tri. Et qui devraient donc aller... Par exemple, dans une société comme Paprec, par exemple, qui recycle le plastique. Et qui en fait finit dans la décharge. Et qui arrive dans une décharge. Et en fait, c'est presque une zone de non-droit. On parlait, on voit aussi des cercueils. Attendez, ne dites pas tout parce qu'on va en voir plusieurs. Geneviève Ferronne-Creuset, Oui. ces images-là, vous les aviez jamais vues. Vous n'êtes jamais allé dans une décharge. Ah si. Vous y êtes allé? Si. Non, je suis allée. Alors, je suis pas allée dans la décharge de Villeneuve-Loubet, mais j'ai visité des décharges. Oui, ça. Elles sont toutes comme ça? Alors, de toutes les façons, une décharge pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une décharge, c'est un choc. Et alors, je ne dis pas qu'il faut absolument qu'on aille tous visiter des centres de tri ou des décharges, mais je trouve que c'est très pédagogique parce qu'on ne s'intéresse absolument pas aux intestins. Moi, j'appelle ça les intestins de la société. Et c'est vrai que dans les images qu'a montré Martin dans son film, alors j'ai pas vu le film dans l'intégralité, donc je veux être honnête, mais j'ai vu des... Vous allez en voir quelques extraits. Non, là, mais j'ai vu quand même quelques extraits. C'est vrai qu'on peut être choqué par le gaspillage. Ce qui vient à l'esprit, c'est de dire mais c'est pas possible qu'on produise autant de déchets pêle-mêle qui s'agglutinent. La semaine européenne de réduction des déchets. Ah non, mais il faut absolument que le modèle de la décharge soit remis en cause et qu'on arrive de plus en plus vite vers la valorisation. Ça, c'est sûr. Donc oui, non, mais j'ai vu des décharges, mais j'ai pas vu tout ce qu'a montré. Est-ce que vous avez vu ça, par exemple, et est-ce que ça se passe souvent, les hydrocarbures, les fameux? Donc ça veut dire ça va sous la terre, ça va jusqu'à la rivière qui est sous la terre. Tout à fait. De la terre, ça va à la mer. Mais non, ce qui est fou, c'est que ça se passe ici chez nous en France, alors qu'on a un savoir-faire. Et en fait, quand je suis arrivé dans la décharge, je ne pensais pas découvrir des hydrocarbures et je ne savais pas, je ne connaissais pas en fait le mot hydrocarbure. J'ai forgé mon vocabulaire avec les travailleurs de la décharge. Yves-Charles Zarka. Oui, écoutez, c'est affligeant ce qu'on voit.
Et ce qui existe, qui existe ailleurs, qui existe en France, qui existe à Naples, je connais bien Naples, c'était terrifiant. Je proposais à notre ami d'aller regarder, il me disait qu'il était allé, mais ça serait pas mal. Bon, alors mon point de vue comme philosophe est différent. Bon, j'ai publié l'inappropriabilité de la Terre, premièrement pour comprendre, parce que là, c'est les conséquences. C'est les conséquences d'un mode de production, c'est clair. Tout à l'heure, on parlait d'abondance ou de rareté. Mais l'abondance ou la rareté est très relative. Elle dépend de beaucoup d'autres choses. Ce qu'on appelle aujourd'hui rareté et abondance est tout à fait relatif à un mode de production, à un mode de vie, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est comprendre la logique qui nous avait porté à faire que le monde est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire progressivement invivable à tous égards, pas seulement avec les déchets, mais avec la pollution des océans, mais avec, etc. Donc c'est ça. Premièrement, c'était ça. Et deuxièmement, trouver un principe pour s'y opposer. Justement, un principe de résistance. Ça, ce qu'on voit là, pardon de vous interrompre, mais on se dit, il y a quand même, l'État doit contrôler. Mais oui. La société exploitante, comment se fait-il que c'est contre toutes les règles? Ah oui, ces déchets-là, enfin en tous les cas, ces déchets-là ne devraient absolument pas. Si c'est des hydrocarbures que je vois, c'est-à-dire qui se déversent dans la décharge, ça ne devrait pas être là. Il y a quand même, je rassure quand même, la France est un pays de... Alors, Martin utilise le mot de non-droit, mais quand même, on a une législation sur les déchets. Mais si on ne la respecte pas. Mais ça c'est... À mon sens, il me semble que les déchets dangereux en France sont quand même bien gérés. Alors qu'il y ait des camions qui se baladent et qui déchargent, ça c'est angoissant. Mais c'est parce que c'est angoissant, parce que ça va directement dans la nappe phréatique et ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres formes de déchets dangereux qui se baladent illégalement dans les décharges. Mais ça suppose aussi qu'on se pose la question très en amont de qui opère ce genre de tri. Ça ne devrait pas se trouver là. Les décharges que j'ai visitées, c'est des décharges de déchets organiques, des déchets ménagers. Alors on est effaré de voir la quantité de choses qui sont jetées et qui ne devraient peut-être pas l'être. Mais de là à voir. Attendez, c'est pas ce qu'il y a de dire, parce qu'il y a un moment. Vous avez une surprise terrible, ça vous glace le sang, ce que vous voyez. Ben, c'est ça. Quoi ça? C'est pas des cercueils. C'est un cercueil d'enfant, ça. Ouais, c'est des cercueils. C'est des cercueils, ouais, j'ai vu, c'est des cercueils. Ils ont toujours laissé filmer? Ouais. Ils savaient que vous alliez en faire un film? J'ai réussi à me faire oublier dans la décharge. Ouais. Ça a pris du temps, mais... Heureusement qu'ils vous ont pas apporté dans le... Non, c'était juste pour dire pourquoi c'est possible, enfin vous disiez comment c'est possible, etc. Je pense qu'il faut bien voir un truc, c'est que en écologie, comme sur plein d'autres sujets, il y a un hiatus énorme entre le discours et la réalité, et qu'en l'occurrence, si on prend juste l'exemple du corps des inspecteurs de l'environnement, qui sont la police de l'environnement normalement en France, qui est un corps qui est dévoué à la vérification de la bonne pratique et du respect des lois et du droit concernant, par exemple, les déchets, mais plein d'autres éléments d'écologie. Bon, par exemple, ce corps de police de l'environnement a été complètement décimé ces dernières années par des politiques de sous-investissement, de sous-financement et de manque absolu de soutien institutionnel. Et que donc, je dis ça dans le sens où on parle déchets, donc on pense aussitôt au comportement individuel, les gens jettent trop, il y a du gâchis, etc., ce qui est tout à fait juste. Mais pour autant, il ne faudrait pas uniquement se focaliser sur le comportement individuel et passer à côté l'autre scandale, qui est un scandale invisible, qui est l'absence et le manque de moyens mis par la puissance publique pour lutter contre ça. Et donc, ce n'est pas individu contre responsabilité collective, c'est les deux. Et il y en a un qu'on tend parfois à regarder plus qu'un autre. Et là aussi, il y a un récit politique derrière. Moi, ce qui me frappe, c'est l'ambivalence de la société à l'égard de ces phénomènes, parce que le film est très impressionnant, tout le monde est choqué, scandalisé, et j'imagine, tout le monde se dit, bon, il faut prendre des mesures, etc. On a pris une mesure de ce genre pour limiter la pollution, qui s'appelle l'écotaxe, qui a été votée par l'unanimité de la classe politique. Et puis quand on l'a mise en œuvre, ou qu'on a fait mine de la mettre en œuvre, il y a une insurrection des bonnets rouges.
qui a été approuvé pratiquement par l'ensemble de la classe politique, sauf le gouvernement évidemment, qui n'avait pas fait voter d'ailleurs cette taxe, enfin c'était pas lui qui était responsable, mais toute la société a sympathisé finalement avec ces braves Bretons qui mettaient des bonnets rouges et qui luttaient. Pourquoi ? Pour que les camions puissent polluer plus facilement. Et si vous mettez des taxes sur les entreprises qui ont ces comportements-là, il est probable qu'il n'y aura pas des bonnets rouges, mais il y aura des gens très sérieux qui vont dire « mais c'est pas possible, la liberté d'entreprendre, c'est pas possible l'agriculture, c'est pas possible les pompes funèbres qui vont être obligés de payer plus cher, etc. » Et vous aurez la même réaction, c'est-à-dire qu'il y a une conscience écologique hémiplégique en France. Les gens sont très conscients. Ils modifient leur comportement individuel. Mais alors, quand on veut les taxer, alors là, ça marche Oui, pas. enfin, il y a aussi, vous l'avez dit, le problème du gaspillage, de la réduction des déchets en tant que tel. Et là, effectivement, dans ce film, on voit bien que cette décharge, c'est une montagne de gaspillage. On va en voir tout de suite un extrait de ce gaspillage. Ce que vous découvrez est incroyable. Vous pouvez presque vous nourrir. Là-bas. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que dans une période de surconsommation, on en est encore à l'enfouissement des déchets. C'est absolument pas adapté, justement. Et ce qui est terrible, c'est qu'on doit en arriver là, c'est-à-dire avoir une police de l'environnement. Je crois qu'il y a un bon sens, il y a un savoir-faire, il y a des sociétés qui font du profit aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on n'avancerait pas dans un sens commun. Et parce que les déchets sont des ressources. C'est ça aussi, la perversité absolue du système. Le déchet est une ressource. Et le recyclage du déchet est au cœur de tout un nouveau secteur d'activité lucratif. Ce que je voulais vous montrer, c'est des exemples de gaspillage, alors là, qui nous concernent tous. Hein. C'est qu'est-ce qu'on jette dans nos poubelles et qui se retrouve effectivement dans ces décharges. Après, regardez. C'est beau, hein? Et tu sais que ça sort des chambres froides? Ouais. Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Fais toucher pour voir. Dans les conteneurs, avec la chaleur. C'est dingue. Tiens. Du foie gras, regarde. Toi? Il y a trop la date bon, tu vois. Tout ça, c'est pas périmé, quoi. Regarde, poulet fermier, label rouge. C'est incroyable. Tu dis rien? C'est fou. Tiens, encore un. Tiens, regarde, tu sais ce que c'est, ça? Oh non. Ça sort des chambres Tu me froides. fais goûter pour voir? T'as vu, magret de canard? Un petit peu. Hé, les petits saucissons corse, regarde. Hé. Personne ne voit rien, n'entend rien. Ces médicaments. On est en France. Et tout ça, ça vient des laboratoires. On jette vraiment tout ici. C'est pas une légende. Alors évidemment, tous les déchets, c'est le paradis pour les archéologues. Vous avez travaillé sur les déchets, Jean-Paul Demoule? Oui, j'ai travaillé sur les déchets. C'est sûr que ça sera passionnant à fouiller dans quelques siècles. Et ça en dira beaucoup sur cette société. Parce que, par définition, les archéologues ne fouillent que des déchets. Ce qu'on fouille, ce n'est pas du tout une société qui aurait été figée. Même Pompéi, les gens ont eu le temps de partir et d'emmener des choses. Donc, on fouille que des déchets. Et ça vaut aussi pour les périodes contemporaines. C'est des équipes d'archéologues américains qui ont étudié, parce que là c'est en vrac, mais eux ils l'ont pris maison par maison pour voir ce que les gens jetaient pendant un an. Et ils jettent beaucoup plus les gens qu'ils ne croient. Ouais, Quand on leur pose la question aux gens, ils disent non, je ne jette pas beaucoup. Et en fait, quand on fouille vraiment leurs déchets, c'est beaucoup plus grand que ce qu'ils disent. Oui, mais en toute bonne foi. Quoi. Parce que dans cette ville américaine de Tucson, dans l'Arizona, il y avait 20% de la nourriture qui était jetée intacte. Hein. Enfin, comme ce qu'on voit là. Et pas forcément par les plus riches. Non, c'est les classes moyennes qui gaspillent le plus. Hein. Les plus riches et les plus pauvres, ils savent mieux gérer, ils gèrent mieux. Pour des raisons différentes, évidemment. Et donc, on a, à travers ces informations des déchets, on a effectivement des conclusions à faire sur une société donnée qui sont tout à fait passionnantes. J'étais il y a 3 semaines à Fukushima, enfin dans la zone interdite, et on voit ce qu'on va trouver
et qui est figé pour 16 000 ans. Et ce que va laisser une société. Cette question des déchets nucléaires, par exemple, c'est passionnant pour les archéologues parce que c'est des chiffres enfin archéologiques. Nous, on compte en général en siècles et en millénaires et pas en années. Donc là, on a vraiment des choses qu'on va laisser à nos descendants pour 20 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, etc. Marie-Hélène Patou-Matos. Oui, là, je trouve que c'est un bon exemple pour revenir justement à la différence aussi qui me paraît fondamentale d'avant. Alors avant, pas si longtemps, justement dans certaines régions, dans certains pays ou en milieu rural, c'est la relation de l'homme à l'environnement. Et je pense que là, on a l'exemple même que cette relation est complètement bouleversée. Nous sommes, c'est Vercors qui l'avait déjà dit dans les années 50, dénaturés. On est sorti de cette nature, on n'a pas les mêmes relations. Et je pense que ça peut engendrer aussi de la violence. C'est-à-dire que la violence que l'homme a vis-à-vis de la nature, mais ce n'est pas aussi vis-à-vis de la nature, c'est aussi vis-à-vis de l'autre, justement par ces gaspillages, etc. C'est quelque chose, il y a vraiment de l'impudence. Hein. C'est un modèle finissant. Pour moi, c'est un modèle qui est fossile. Enfin, c'est le modèle d'une économie fossile. Il faut sortir de la décharge parce que d'abord, on est paresseux, on a des gisements de ressources sous nos pieds, on enfouit des choses qui pourraient être réutilisées. Comme disait, le déchet devient une ressource, il faut refabriquer des matières premières. Alors on a un mot un peu technique, on dit une matière première secondaire. Mais en France, je pense que la situation, elle est plus... Alors elle n'est pas catastrophique au sens où je crois qu'il y a quand même des réglementations, il y a quand même des vérifications, on peut bien sûr améliorer. Mais je crois qu'on est dans une impasse. C'est-à-dire qu'il faudrait une politique de déchets, mais beaucoup plus audacieuse. On parle d'économie circulaire. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler d'économie circulaire. C'est-à-dire mon déchet devient ta ressource, etc. Mais c'est très bien, mais encore faut-il mettre en place des filières, encore faut-il... Et il n'y a pas vraiment de volonté d'y aller massivement. Parce que les décharges, on est tous d'accord pour les fermer le plus vite possible et d'aller vers la valorisation. Sauf que les collectivités, on fait comment? Il faut des investissements, il y a des problèmes de réglementation, de qualification des déchets. Il faut déqualifier un déchet pour le qualifier dans autre chose, pour que ça reparte en fabrication. Il faut que les collectivités publiques, dans leurs appels d'offres, elles acceptent aussi peut-être des matières premières recyclées pour construire des routes, etc. Donc vous voyez, on incante, je suis d'accord, ce n'est pas l'augmentation des taxes et la TGAP qui va régler le problème. C'est une politique beaucoup plus ambitieuse. Mais regardez en Europe ce qui se passe en Europe. C'est très intéressant. La France, sur ces sujets-là, est en retard, notamment par rapport à l'Angleterre. On a parlé de déchets, on a parlé de contrôle des déchets insuffisant, tout ça c'est vrai. Mais on n'a pas parlé de la cause. La cause, c'est pas seulement l'individu qui jette le truc. C'est une dynamique sociale, c'est un mode de production. C'est ça le problème. Quand vous allez changer la manière de traiter les déchets, certes, mais vous n'allez pas changer la cause des déchets. Et vous allez de toute façon produire d'autres types de pollution. Donc ça n'est pas ça, il faut aller au fond de l'affaire. Et il faut même me poser la question de droit. De quel droit cela se passe-t-il? De quel droit? En vertu de quoi? Et quel mépris cela représente, exprime par rapport au sol sur lequel nous existons? Qui le détruit pas des dizaines, pas des centaines, mais davantage d'années encore. C'est cela qui est le problème principal. C'est ce qui, les productions de la société économique, mais pas seulement économique, imaginaire aussi, qui font que les gens désirent un certain nombre de choses. Ils désirent des choses au moment où ils les achètent et ensuite ils s'aperçoivent que ça ne leur sert à rien, ils les jettent. L'acte individuel est certes responsable, mais la dynamique forte, elle est interne à un mode de production déterminé, un mode de consommation déterminé. Si on ne va pas là, si on ne réfléchit pas sur ça, si on ne réfléchit pas à notre rapport à la Terre, à la limitation de ses ressources et finalement au fait qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, si on ne fait pas cette réflexion, eh bien à ce moment-là, et j'ajoute, de quel droit traitons-nous le sol sur lequel nous existons et qui fait ce que nous sommes de cette façon-là, comme on peut y mettre n'importe quoi, on jette pas, c'est véritablement une responsabilité que j'appelle moi une responsabilité pour l'humanité. Une responsabilité pour l'humanité. Quand je fais un acte particulier, bien sûr je suis responsable de cet acte. S'il y a des conséquences néfastes, on peut m'accuser, mais dans cet acte même,
il peut y avoir aussi une implication concernant l'humanité entière. Je veux dire, quand il s'agit de lancer des déchets de je ne sais quelle entreprise pharmaceutique ou je ne sais quoi d'autre, ça engage pas seulement moi, ça engage tous les autres. Et donc, c'est ce point, la structure des modes de production et de consommation, et avec toute l'enveloppe qui les suscite, la dynamique des désirs qui produisent cela, c'est ça le problème. Traiter les déchets, c'est très bien, mais traiter les déchets, c'est pas traiter le problème. C'est une Bah, pas de problème. Un chiffre très flippant, les déchets ménagers, donc les déchets domestiques, donc comme ce qu'on retrouve dans les décharges, même si on voit il y a d'autres trucs, mais c'est 4%, ça n'est que 4% de l'ensemble des déchets en tonnage produits en France par la société française. Ça n'est que 4%. C'est-à-dire que ce taille-monde effrayant qui est montré dans le film, pour autant, c'est pas du tout pour en réduire la portée, mais pour autant, ce n'est qu'une tête d'épingle par rapport à la monstruosité des tonnages produits en termes de déchets qui proviennent majoritairement agriculture, sylviculture et beaucoup du BTP. La question des déchets du BTP. Et on creuse des trous aujourd'hui, on accumule plus ou moins illégalement des monceaux de gravats aujourd'hui, notamment en Seine-et-Marne, dans une tentative, pareil, de se débarrasser de ces déchets qui sont encore plus encombrants. Et juste un minimo, si je peux, c'est sur la question de l'économie circulaire, qui est à la fois un enjeu fondamental, comment on recycle, etc., mais qui pose aussi une infinité de problèmes sur le fait qu'on est en train de créer un secteur industriel qui va tirer son profit et ses ressources financières du traitement des déchets, avec le risque qu'ils aient intérêt à ce qu'il y en ait de plus en plus. Mais évidemment, voilà. Jean-Paul de Gaulle, très vite, les derniers mots. C'est une expérience archéologique en vraie grandeur, et ça montre bien dans le débat qu'on a quelquefois avec les historiens qui disent nous on a des textes, ça suffit pour interpréter le passé. La vraie vérité de notre société dans 500 ans, 1000 ans, ça sera ça. Ce sera pas les textes. Ça ne sera pas les textes, ça ne sera pas les médias, forcément. Ça sera ce que cette société-là faisait avec les objets, avec la nature, avec le sol, avec l'eau. J'ai bien compris, l'historien lit et l'archéologue vérifie, c'est ça. Martin Esposito, dernier mot, le film, on peut le voir. Ouais. Il y a beaucoup de projections débats qui s'organisent au travers de la France. Et voilà, j'espère que les choses vont changer, qu'on va évoluer, on va se remettre en question.